Les agressions de Chinois se multiplient en région parisienne, un phénomène qui s'inscrit dans le contexte plus large de communautarisation. Les différents groupes ethno-culturels se replient et assurent de plus en plus souvent eux-mêmes leur sécurité. Tariq Ramadan, Gérald Darmanin, Nicolas Hulot, Luc Besson et aujourd'hui Gilbert Collard, les plaintes pour viol à l'encontre de personnalités publiques se multiplient, devenant de véritables armes politiques et souvent un moyen de faire de l'argent et du bruit. 4 ans après le rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric, le géant américain a annoncé qu'il n'honorera pas ses engagements, une annonce qui met l'État en délicatesse mais qui était prévisible. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer cette édition, nous sommes en compagnie de Martial Bill, le directeur de la rédaction de TV Liberté. Martial Bill, d'hier, la chaîne de TV Liberté sur YouTube a été clôturée. Qu'en est-il? Oui, bonsoir Élise, bonsoir Olivier. Les faits sont simples. Il y a eu, d'après YouTube, une atteinte au droit d'auteur sur votre journal que vous avez fait jeudi 14 juin. Nous avons obtempéré à l'injonction, alors que même nous considérions qu'il n'y avait pas atteinte à des droits d'auteur, mais qu'il y avait notre droit, un droit français, reconnu, qui est celui de la courte citation. Du droit à la courte citation. Néanmoins, nous avons obtempéré et proposé à YouTube un journal entièrement revu qui avait retiré cette difficulté. Alors même que nous remettions le journal en ligne pour nos téléspectateurs, eh bien, la chaîne en entier a été bloquée. C'est-à-dire qu'on est passé d'un argument juridique absolument dérisoire, à une décision politique. Politique parce qu'elle nous prive, bien évidemment, de 4 ans de patrimoine. 4 ans d'émissions, 5000 émissions, où il n'y a jamais eu de problème avec YouTube, et qui sont entièrement effacées par YouTube. Pas par nous, nous en avons bien évidemment la trace, et nous les avons. Mais YouTube a supprimé notre patrimoine, et il a spolié 100 000 abonnés. Et il a fait une croix sur les dizaines de millions de vues que nous lui apportons chaque année, ce qui n'est pas rien. Ce qui me fait dire quand même que c'est une décision politique, au moment même, c'est quand même pas un hasard, au moment même où nous lançons une campagne de dons dont nous savons qu'elle est cruciale pour la survie de la chaîne et où j'ai déclaré, c'est bien que ça ne plaît pas à tout le monde, mais que TV Liberté serait une télévision alternative de contre-pouvoir et qu'on ne laissera pas une loi prétendue sur les fake news transformer notre pays avec un ministère de la vérité et de la bien-pensance. Et c'est à ce moment-là, très précis ce moment-là, que l'on nous supprime notre droit de nous exprimer et notre liberté. Alors comment réagir et quels changements sont à prévoir pour les jours à venir ? Alors, tout d'abord, on se connaît depuis longtemps, hein, Olivier. C'est pas le moment où on va se laisser faire. Ça, c'est clair. Alors, on nous supprime une chaîne, il y en aura 3. On nous supprime cette plateforme, il y aura cette plateforme, et puis il y en aura d'autres. On ira partout, s'il le faut. Je le dis franchement, hein, moi j'irai sur Rutube pour qu'on puisse s'exprimer. J'irai sur Chintube, j'irai même sur MachinTube. Peu importe, mais on va nous retrouver. Alors, on a travaillé toute la nuit. Je félicite toutes les équipes de TV Liberté qui ont travaillé aujourd'hui de manière tout à fait remarquable, ordonnée. Et nous avons travaillé toute la nuit, nous avons rétabli plusieurs émissions qui étaient celles de cette semaine. Et puis ce soir, eh bien, il y aura un journal télévisé, il y aura Immédiat, il y aurait Bistro Liberté, il y aura la semaine politique demain avec vous, Élise. Le samedi politique, mais c'est pas grave. Le samedi politique, oui, effectivement, je vais connaître le nom des émissions, il serait temps. Et puis Terre de Mission dimanche. Donc nous allons reprendre le cours. Mais il faut que les téléspectateurs comprennent bien 2 choses. Premièrement, il y a maintenant un point de ralliement. C'est qu'il faut repasser par notre site tvliberté.com. C'est vraiment le point de ralliement, parce que c'est là où on peut donner des directives, des consignes, des informations. Donc c'est important de passer par tvliberté.com. Et puis sur les chaînes que nous allons utiliser, pour l'instant une chaîne YouTube, et puis après-demain Dailymotion, et puis d'autres, certainement, eh bien, il faut que les téléspectateurs sachent que nous sommes dans un moment de résistance maintenant. Oui, c'est vrai que nous sommes dans un moment de dissidence. Les mots ont un sens. Et donc, il faut de la mobilité. Quand on est en résistance, eh bien, on contourne l'obstacle, on contourne l'adversaire. Il faudra de la mobilité, s'abonner très vite sur les chaînes que l'on proposera. Je pense que cette riposte-là que nous menons, mais nous sommes fermement déterminés à poursuivre et à continuer. Hein. Je veux dire, la preuve, hein, la presse alternative, ça n'est pas un petit pousset, seulement un petit grain, un petit caillou dans la chaussure. C'est quelque chose dont ils ne veulent pas. Parce que nous avons, nous, une information qui est vérifiée, une information qui est exemplaire, que vous menez, et que ça démontre ce qu'aujourd'hui la presse uniformisée, le télévisionnement correct, peut avoir de désagréable. C'est nous qui leur montrons ce qu'ils ne devraient pas faire. Eh bien, ils ne nous le pardonneront pas, tant mieux.
Alors justement, si on doit résumer les derniers conseils pour les téléspectateurs qui ne voudraient pas nous perdre de vue. Alors, je crois, effectivement, je dis point de ralliement, tvliberté.com. Ça, c'est clair. S'abonner aux chaînes que nous proposerons au fur et à mesure. Je l'ai dit, il y avait une chaîne, il y en aura 3. Vous en vouliez plus qu'une, vous en aurez 3. Et puis on continuera comme ça le petit jeu. On va bouger, on bouge vite, on sait faire les choses. Il faut que donc les téléspectateurs nous suivent. Et puis aussi, bien évidemment, qu'ils relaient. Nous sommes sur Twitter, sur Facebook, grâce à nos réseaux sociaux. Il faut bien le dire pour l'instant. Nous avons, comment dire, réussi toute la nuit. Vous aussi, Élise, vous avez participé à ça. Eh bien, nous avons réussi. Vous aussi, Olivier, bien sûr, évidemment. Toute l'équipe que je salue, notre community manager, le nom est Barbare, mais qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Et qui a été là toute la soirée, toute la nuit. Nous avons transmis les consignes. Il faut liker nos programmes, il faut partager nos informations. Et puis bon, c'est vrai aussi, ne nous le cachons pas, quoi. Nous sommes dans une situation financière qui était difficile, ça ne s'est pas amélioré avec ce mauvais coup, avec ce sale coup. Donc, bien évidemment, ceux qui ont les moyens, on a une opération qui est 750 personnes pour 100 €. On m'a dit, mais tu te rends compte ce que c'est 100 €? Je sais bien ce que c'est 100 €. Si on n'a que 10 €, on n'a que 10 €. C'est pas du tout cela que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était la hauteur de 100 €. Si on ne les a pas, on donne ce qu'on peut. Et si on n'a pas l'argent, eh bien, on milite en partageant, en likant. C'est du militantisme aussi en faveur de TV Liberté. C'est tout aussi précieux. Mais ceux qui ont les moyens, eh bien, c'est vrai qu'il faut aller sur PayPal, qu'il faut aller par chèque nous donner cette somme-là, parce que ça va nous permettre de passer l'été, mais d'organiser un peu plus la riposte. On a du taf. Ça, c'est clair. Merci. Merci à vous. Je vous laisse refaire le journal et reprendre le cours. Merci. Bonne fin de semaine, même si elle sera courte. On enchaîne tout de suite avec l'actualité. La communauté chinoise en terrain miné, presque 2 ans après la mort d'un couturier chinois à Aubervilliers. Le sentiment d'insécurité habite encore les ressortissants asiatiques de région parisienne. Face à ce phénomène, la communauté s'organise pour assurer sa propre protection. Thibaut Bastide. Aubervilliers, symbole de la guerre ethno-culturelle, 2 ans après la mort du couturier Zhang Shaolin, agressé par 3 individus qui tentaient de lui voler sa sacoche, la colère et la crainte n'ont pas disparu. En effet, le sentiment d'insécurité habite toujours les ressortissants asiatiques. Et pour cause, les agressions et les vols se multiplient et bien souvent ce sont les Chinois qui en font les frais. Dans cette ville de Seine-Saint-Denis à forte densité d'immigrés, la communauté chinoise apparaît comme le maillon faible. En cause, les nombreux clichés entourant cette population. D'ailleurs, ces clichés sont à l'origine de la mort du couturier en 2016. En effet, lors de sa garde à vue, l'un des agresseurs a reconnu ce motif en expliquant que les Asiatiques étaient réputés pour avoir énormément de liquide sur eux, ce qui est souvent le cas des touristes, probablement moins des Chinois de nationalité française. Ainsi, lors du procès qui s'est ouvert ce vendredi, les agresseurs ont comparu pour violence volontaire ayant entraîné la mort avec le racisme comme circonstance aggravante. Si cette stigmatisation est récurrente, rien n'est fait pour l'endiguer. Malgré plusieurs rassemblements pour alerter les pouvoirs publics, les avancées et les investissements sont toujours aux abonnés absents. En effet, lors d'une visite à Aubervilliers en août 2016, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, avait promis une enveloppe de 45 millions d'euros pour la sécurité et le déploiement de 140 agents de sécurité supplémentaires dans les transports en commun. Mais ces promesses sont restées lettres mortes et la communauté chinoise ne peut pas compter sur la bienveillance des médias mainstream pour lui venir en aide. Face à cette apathie médiatico-politique, les Asiatiques s'organisent eux-mêmes pour assurer leur propre protection, une protection qui passe par les réseaux sociaux. Ainsi, des groupes de discussion se forment pour que les travailleurs du quartier ne rentrent pas seuls une fois la nuit tombée. Et l'inquiétude a même dépassé les frontières puisque la Chine avait demandé à la France, en 2017, de garantir la sécurité et les droits de ses ressortissants. Une intervention du gouvernement chinois sans grand effet. Aubervilliers est donc devenu le symbole d'une communautarisation encore plus visible et le phénomène pourrait s'étendre aux communes alentours puisque la Seine-Saint-Denis demeure le département le plus démuni face à l'insécurité. Gilbert Collard, accusé de viol, l'avocat député du Rassemblement national se trouve dans la même situation que bon nombre de personnalités publiques depuis plusieurs mois. À la faveur des réseaux sociaux et des mouvements de dénonciation, le viol semble être devenu plus que jamais une arme politique. Balance ton port, MeToo, affaire Weinstein, le climat est propice aux accusations tous azimuts et l'actualité ne manque pas d'exemples, aussi nombreux que variés. D'accusations de viol allant des ministres Gérald Darmanin et Nicolas Hulot au producteur Luc Besson en passant par l'islamologue controversé Tariq Ramadan et à présent au député et célèbre avocat Gilbert Collard. Un phénomène de dénonciation massive qui lève le voile sur les violences sexuelles mais qui permet aussi de régler ses comptes en accusant parfois à tort telle ou telle personne, de préférence
des personnalités publiques pour salir leur réputation et ou obtenir un peu de notoriété et pourquoi pas de l'argent. Le sujet est délicat puisqu'il implique aussi de vraies victimes de viol ou d'agression, des victimes desservies par les fausses accusations d'autres qui décrédibilisent leur prise de parole. Le sujet mérite aussi d'être délimité, le viol étant, selon le code pénal, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Quant à l'agression sexuelle, elle est constituée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise. Cette atteinte peut être effectuée par une manipulation affective ou par du chantage. Dans les cas précités, ceux des ministres Darmanin et Hulot, de Luc Besson, Gilbert Collard ou de Tariq Ramadan, il s'agit d'accusations de viol. Le point commun de toutes ces personnes, il s'agit de personnalités publiques. Quant aux victimes présumées, leurs accusations semblent parfois bancales, voire opportunes. Ainsi, une accusatrice de l'islamologue Tariq Ramadan est une ancienne salafiste devenue militante féministe, Enda Ayari, qui a sorti un livre, bien opportunément, le 6 juin. Dans ce cas, l'opposition idéologique entre la plaignante féministe et l'accusé musulman sunnite rigoriste n'est pas anodine. Enda Ayari aura d'ailleurs changé sa version des faits, la date et le lieu des viols présumés. L'islamologue, visé par plusieurs plaintes, est pour sa part mort socialement. Qu'on s'en réjouisse ou non, le procédé peut laisser perplexe. Car l'injustice d'un jour pour les uns peut se répéter un autre jour pour les autres. Dans le cas du député Gilbert Collard, les faits présumés remonteraient à 2006. La différence entre 2018 et 2006, pour l'accusé, il est depuis devenu député du Front National et est donc médiatiquement beaucoup plus exposé. Pour cela, la plainte tombe à point nommé. Le député a d'ailleurs de son côté réfuté les accusations se déclarant sur le cul et pas inquiet, il rejoint désormais la longue liste des personnalités accusées de viol depuis plusieurs mois. Dans sa diarrhée législative, sous la pression de lobby et de l'actualité, le Parlement devrait voter à l'initiative de l'exécutif un texte allongeant la prescription en matière de viol de 20 à 30 ans, une manière de définitivement en finir avec la notion de sécurité juridique. General Electric piétine ses engagements malgré des promesses prises lors du rachat d'Alstom. En 2014, le géant américain ne créera pas 1000 emplois d'ici la fin de l'année. Une nouvelle déconvenue pour le groupe français, mais également pour l'État. Thibaut Bastide. Des promesses, mais rien d'autre. 4 ans après le rachat de la branche énergie du groupe Alstom par General Electric, le géant américain a jeté un pavé dans la mare mardi en annonçant qu'il ne respecterait pas ses engagements. En effet, le PDG de General Electric, John Flannery, s'est rendu à Bercy pour annoncer au ministre de l'économie Bruno Le Maire que l'engagement de créer 1000 emplois nets d'ici la fin de l'année était hors d'atteinte. Il s'est notamment justifié en assurant qu'il était confronté à un environnement difficile du fait de l'évolution défavorable de ces marchés historiques dans le secteur de l'énergie. Pourtant, lors de l'acquisition, l'ancien dirigeant de General Electric, Jeff Immelt, avait mis les petits plats dans les grands afin de faire passer la pilule à l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg. Fini donc la promesse d'embauche de 1000 personnes. En lieu et place, l'entreprise américaine affiche seulement un solde de création nette de 323 emplois. Une annonce qui met l'État dans l'embarras. En effet, malgré une amende de 50 000 € par poste non créé, soit un montant total de 30,4 millions d'euros. Il s'agit d'une goutte d'eau pour un groupe de cette taille. Ainsi, les invectives prononcées par Bruno Le Maire suite à cette annonce s'apparentent à de la communication, car dans ce dossier, l'État ne peut pas grand-chose si ce n'est faire mine de hausser le ton. Si General Electric tente de rassurer sur ses autres engagements que sont la création de 4 sièges mondiaux en France, celle de 3 co-entreprises avec Alstom, la non-fermeture de sites en France et la présence d'un Français au conseil d'administration du groupe, la pilule a tout de même du mal à être avalée par les syndicats, mais également par de nombreux dirigeants politiques comme Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan. Tous pointent du doigt un seul et même responsable, Emmanuel Macron. En effet, ils estiment que sa responsabilité est engagée puisqu'il avait personnellement négocié la vente alors qu'il était conseiller de François Hollande. D'ailleurs, le président de Debout la France a toujours clamé haut et fort son désaccord avec la vente d'entreprises françaises à des géants étrangers. Donc c'est vraiment de la haute trahison, c'est de la haute trahison. Et vraiment, par moments, je me demande, mais pourquoi? Comment ont-ils pu en arriver là? Et derrière, ce sont des milliers de licenciements, c'est la disparition de technologies, c'est la fin des brevets. Donc cela a des conséquences très concrètes. C'est-à-dire que là, il n'y a même pas la décence de partager. C'est « je vous livre tout ». Et avec des conséquences d'indépendance économique considérables. Et ce n'est pas la première fois qu'une telle opération se produit, puisqu'une promesse similaire avait été faite lors du rachat d'Alcatel par Nokia, et là aussi, l'accord n'avait pas été respecté.
Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. Les 3 médecins nommés pour réaliser un tableau clinique se sont désistés. Pour justifier cette décision, ils invoquent les pressions subies et les tentatives de manipulation. Leur désistement a été accepté par le président du tribunal administratif de Châlons en Champagne dans la Marne. En attendant la nomination du prochain collège de médecins, une nouvelle audience sur les modalités de l'expertise se tiendra le mercredi 20 juin. Un trafic sexuel d'adolescentes au cœur d'une série télé. Au cours de 3 épisodes de 50 minutes, Free Girls revient sur l'affaire des viols collectifs de Rochdale dans la banlieue de Manchester au Royaume-Uni. Entre 2004 et 2010, un trafic sexuel d'adolescentes organisé par des individus majoritairement d'origine pakistanaise a fait des dizaines de victimes. La série se place du côté des 3 victimes et met en lumière les failles du système judiciaire et le visage des violeurs. Dédicace du président. François Hollande est décidément un président pas comme les autres. Il dédicace même les livres qu'il n'a pas écrits. À sa décharge, c'est un lecteur qui lui a demandé de signer un livre et pas n'importe lequel, Guérilla de Laurent Oberton. Ne manquant pas de piquant, le président Hollande a répondu à une dédicace déjà présente dans le livre, celle de l'auteur. À ceux qui n'ont pas compris, le retraité de l'Élysée a inscrit « Nous avons compris et la guérilla doit être évitée. Il est encore temps. » Joli coup de pub. En fait, moi, c'est pas votre livre que je vais vous faire dédicacer, mais c'est Guérilla de Laurent Oberton. Oui. Parce que j'ai lu ce livre et je me suis dit que vous étiez peut-être sûrement un des principaux protagonistes de cette histoire qui, j'ai bien peur, puisse se réaliser un jour en France. Et je me suis dit que c'était normal que vous dédicaciez ce livre. Vous l'avez pas lu? Non. Il est en rupture de stock. Je peux vous l'offrir si vous voulez. Non, je vais l'acheter, bien sûr. Ça a été écrit par qui? Laurent Oberton. Oui. Et ça a été fait quand? 3 ans. Ah oui, 3 ans déjà. À ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Puigdemont en petit cochon, l'ancien meneur indépendantiste catalan réclame le retrait de la marque de jambon Puigdemont, un bien bon jeu de mots faisant référence à son nom et au mot cochon en anglais. Sur son affiche, la marque représente un cochon avec une coiffure et des lunettes rappelant étrangement Carles Puigdemont. Le propriétaire de la marque a déclaré que si l'homme politique se retrouvait dans une caricature de porc, c'est plus son problème que le sien. Simulacre de célébration religieuse à la Madeleine. Un prêtre de la célèbre église parisienne a dit une messe pour l'anniversaire du défunt rocker Johnny Hallyday. Entre coups de com' et liturgie pas très catholique, l'événement a rassemblé beaucoup de monde à tel point que des mouvements de foule et des malaises ont émaillé la dite célébration. Mais le malaise vient surtout du prêtre à l'initiative de la messe qui invite chacun à venir avec sa propre foi, sa spiritualité pour participer réellement à la messe. Ite missa est. Les petits Platons à prix d'amis. Cette collection d'albums créée il y a 10 ans raconte aux enfants de 9 à 99 ans les grands philosophes et éléments importants imprimés en France et est disponible au prix de 3 € par livre. Le stock de plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages est à liquider et plutôt que de pilonner les ouvrages, la maison d'édition propose à ses lecteurs de se procurer ces ouvrages pour eux ou pour leur famille, des écoles ou des associations. Pour profiter de cette aubaine, rendez-vous sur le site Les Petits Platons avec un S tout accroché.com. On approche de la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une, Union européenne où la citadelle a siégé. Et puis également au programme de votre fin de semaine immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp évoquent les pérégrinations du navire Aquarius, le concert du rappeur Medine au Bataclan. Également au programme Bistrot Liberté. La seule chose à laquelle il faille penser, c'est est-ce qu'on continue encore à, une fois encore, mettre sur le côté des gens, ne pas les laisser s'exprimer et on continue à créer des tensions. Ce sont des islamistes. Ce dont vous êtes en train de parler, chère madame, c'est Vous savez ce que c'est que l'idéologie islamiste? Non, mais madame, vous savez ce qui provoque cette idéologie de l'islamisme? C'est ça la vraie question à se poser. C'est pas qu'il y ait de l'islamisme ou pas, c'est pas qu'il y ait du radicalisme ou pas, c'est qu'est-ce qui provoque ces tensions, qu'est-ce qui provoque ces douleurs. Et là, la seule chose que vous faites, c'est en réalité, c'est donner du grain à moudre à toutes ces personnes qui ont envie de justement entrer en guerre contre nous, qui ont envie d'entrer en guerre contre les valeurs de la France. Il faut justement
simplement c'est trop leur facile. montrer que nous sommes plus forts, chère madame. Il faut leur montrer que l'institution est plus forte, madame. Parce que c'est ça justement la France. Parce que je suis légaliste et parce que justement nous avons un socle de valeurs à travers la Constitution et à travers notre histoire qui nous permet d'être plus forts. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut faire revenir les djihadistes d'Irak, bien sûr, au nom de l'humanisme. Vous avez parfaitement raison. Il faut faire revenir les lionceaux du califat. Il faut les faire revenir. Vous avez raison. Et vous l'aurez compris, l'invité de Martial Bill pour ce Bistro Liberté est Bernard Monod, l'ancien député du Rassemblement national passé chez Debout la France. Samedi, dès midi, vous pourrez également retrouver un nouveau numéro du Samedi Politique. Il sera consacré à l'Italie, devenue la nouvelle figure de la résistance contre Bruxelles. Et ce sera avec l'économiste Jacques Sapir. On est aujourd'hui dans une phase de montée de l'euroscepticisme dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est très clair, on a vu les élections en Hongrie, on a vu les élections en Autriche, bon, c'est une espèce de mouvement général. Il y a ces élections en Italie aujourd'hui, et d'une certaine manière, si vous voulez, la véritable question, c'est est-ce que ces partis, est-ce que les partis qui incarnent cet euroscepticisme sont capables de montrer d'une certaine manière la crédibilité de leur position, quelle qu'elle soit. Et dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au comportement du quotidien La Croix. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combas. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Olivier, on a envie de danser, non, carrément, pour la fin de semaine. Merci de votre fidélité à tous. À la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Une fois de plus, on va penser que je délaisse les histoires de voisinage de Campagnol pour faire subrepticement de la politique, mais il se trouve que c'est en me rendant à une invitation de voisinage, justement, pratiquement avec mes bottes et mon imperméable dans une voiture pleine de paille et de feuilles mortes, que j'ai fait de la politique la semaine dernière. Je m'explique, je suis allé déjeuner chez Renaud Camus dans le Gers, donc dans le département voisin. Renaud Camus est non seulement un ami de longue date, mais il est aussi un voisin depuis la même époque, 1980 environ, et c'est tout naturellement qu'il m'a fait convier au banquier de son mouvement, très amusant lapsus, au banquet, dis-je, de son mouvement de résistance européenne, parce que dans le domaine idéologique et esthétique, je vis aussi en quelque sorte dans le département d'à côté, c'est-à-dire qu'on ne dîne pas ensemble tous les 8 jours, mais que quand il invite Alain Finkielkraut, je fais partie des convives. Le seul ennui étant que Finkielkraut préfère qu'on ne sache pas qu'il déjeune avec nous pour ne pas avoir l'air de se commettre, alors que moi, vous voyez, ça m'est égal. Donc, dans le château de Plieux, que j'ai connu nettement moins meublé il y a 30 ans, j'ai eu le privilège, là, de figurer récemment sur une photo de groupe avant le repas avec mon chien Gaspard, ce qui prouve que c'était vraiment une visite campagnarde. Je suis venu le matin et je suis reparti à 6 heures, et entre les deux, j'ai croisé, entendu, écouté beaucoup de gens intéressants, mais légèrement à côté de la plaque. Je veux bien admettre que j'étais pas là que comme voisin campagnard, et les propos de table puis les petites interventions de chacun au micro dans la bibliothèque ont quand même excité ma curiosité, mais aussi, vous allez voir, mon esprit critique. Je me suis senti un peu comme un touriste. En gros, l'idée générale de leur affaire, là, c'était il faut se bouger, prendre date, attirer l'attention, la retenir, c'est ça le plus dur. Et j'ai eu le sentiment, j'ai d'ailleurs dit aux participants que l'essentiel de ce qui frappe l'opinion n'a pas été évoqué. Du coup, je vais le faire là rapidement à toute allure. J'ai eu l'occasion de dire à Finkielkraut, notamment, il y a longtemps, lors d'une rencontre à France Culture, mais il n'a jamais relayé cette idée avec son influence académique, c'est dommage, que pour montrer à quel point le continent européen est en danger, il est urgent de souligner, entre autres, l'omniprésence chez nous de la nudité classique, par exemple, et de la grivoiserie.
Et là, j'ai bien vu, le jour de ma visite chez Camus, que c'est pas au général Picmal ou à son camarade, le général Martinez, qu'on allait confier le soin d'expliquer que les cariatides au sein nu, sous les balcons, la nudité dans les tableaux religieux, les scènes impressionnistes comme l'Olympia de Manet, mais aussi le décolleté de Sophia Loren ou le sourire de Claudia Cardinal, tout ça, c'était le continent européen lui-même, et qu'il était urgent de montrer que multiplier les égards et les pudeurs à l'égard des autres cultures, avec de très gros guillemets pour le mot culture, c'était ignorer la nôtre sur un point essentiel, c'était renoncer à ce qui fait le charme de notre continent et qu'on retrouve de la Norvège à la Sicile, c'est l'humanisme. L'humanisme, qui est souvent une inspiration chrétienne, c'est ce mélange que nous, les Européens, nous avons inventé entre l'industrie et l'art, la nécessité et l'agréable, la raison et la folie, la chasteté et la licence. L'humanisme, c'est le fait d'avoir un quart de poètes ou de musiciens homosexuels depuis 4 ou 5 siècles dans toutes les cours européennes. Et la royauté anglaise, d'ailleurs, perpétue la tradition, c'est amusant, avec Elton John. C'est le fait d'avoir des filles nues sur les boîtes de biscuits en métal dans toute l'Europe de 1880. C'est le fait de respecter ses prisonniers de guerre, ses animaux. C'est le fait de préférer l'artisanat, les manufactures, les ateliers Bugatti ou Lamborghini, le cristal d'Arc, les appellations contrôlées, aux vins fabriqués dans des cuves en inox, aux conglomérats industriels qui asservissent la jeunesse de toute une région comme en Chine. Donc quand une quarantaine de personnes comme ça, justement préoccupées par l'invasion migratoire, se réunissent pour attirer l'attention chez Camus, il faut, et là j'ai réussi à leur dire un peu, qu'elles montrent que c'est avant tout notre douceur de vivre, notre liberté d'être, notre fidélité à ce qu'on trouve dans nos tableaux et dans nos livres, qui sont remis en cause, qui sont en danger, et que le temps n'est pas loin où quelques cinglés venus du fond de l'Asie centrale va monter à l'assaut de nos statues avec un marteau. Et ce jour-là, de quel côté serez-vous? De celui qui contre-attaque ou de celui qui dit « après tout, ce sont que des statues » ? Je vais poser la question, pour nombre d'entre nous, c'est d'y répondre, donc il est temps de se compter avant d'y répondre. Faites passer, merci, on retrouve ça sur YouTube, isolément sur Campagnol TVL.